la personne que nous appelons communément l'affichiste de cette année, Stéphanie Hans. Bonjour. Tu es venu avec tes parents ou non? Alors, il m'en reste qu'un. Bah, Faut pas demander ça aux gens qui ont mon âge. On rentre tout de suite dans le vif. Non, bienvenue. On va discuter un petit peu à bâton rompu, parce que si j'ai bien compris, ce sera à bâton rompu, effectivement. Moi, je dois confesser que lorsque j'ai proposé Stéphanie Hans pour l'affiche des Utopiales de cette année, donc on va un petit peu parler de l'affiche, mais je vous donne aussi rendez-vous demain à la même heure, mais dans l'autre salle, en fait, pour une démonstration en live. Et là, ce sera aussi intéressant pour parler technique. Si la technologie le veut. Si la technologie le veut, sinon, sinon on fera ça au crayon sur papier. Hein. Oui. J'ai vu une fresque que je pourrais tout à fait dévoyer. Je vais mettre les ouvrages en vue pour les écrans. Et donc, voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir parler à bâton rompu de ce métier et en même temps de ce parcours que je dirais presque pas alors j'espère pas unique parce que ce serait quand même une mauvaise nouvelle, mais atypique. Donc comment on passe de l'Est, je dirais, pour faire un petit résumé, à l'Ouest total, parce qu'effectivement après tu as, je dirais, un début de carrière entre guillemets que je pourrais moi qualifier de classique, à savoir des cours de dessin, des diplômes. La spécificité de ton diplôme à Strasbourg, c'était quoi spécialement? C'était l'illustration. C'était quand même l'illustration, d'accord. C'était l'illustration, mais je ne suis pas une mauvaise élève, mais je suis une mauvaise étudiante. J'allais pas en cours, je me sentais pas tout à fait à ma place. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, que je suis une personne introvertie. Ça ne veut pas dire que je suis timide, mais quand il y a du monde, je suis pas forcément tout à fait à ma place. Et, on est que nous, là, tranquille. Et en fait, aux Arts Déco, il y a j'aurais été 2 ans avant aux Arts Déco, il y avait Boulet, il y avait de la bande dessinée un peu marrante. Encore un peu plus loin, je crois qu'il y avait John O même. Hein, alors, 20 ans. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Il a l'âge de ma maman. Mais oui, non, il y avait effectivement John Ho. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'illustrateur officiel de Tolkien. Et moi, je me sentais pas à ma place parce qu'à l'époque, l'illustration, c'était avant Rebecca d'Outremer qui a ramené beaucoup de beauté dans l'illustration, mais on était très dans un truc très graphique, intelligent, et je suis pas sûre que ça plaisait beaucoup aux enfants, et en tout cas, moi, ça me plaisait pas du tout. Tu parles de Rebecca d'Outremer spécifiquement ou d'autres illustrateurs? Elle, justement, une fois qu'elle est arrivée, les gens ont revoulu voir quelque chose de beau et d'élégant, je trouve. Peut-être je me trompe, hein, je fais vite des règles de ce que je pense. Et en fait, moi, je me rappelle à l'époque que je voulais faire de l'illustration commerciale. C'était vraiment mon but, je voulais faire des choses mainstream. Et les gens me regardaient en mode, mais pourquoi tu vas faire ça? C'est vraiment, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais il y avait un côté sale dans l'idée de vouloir faire de l'argent avec de l'illustration, alors que moi, je trouvais que c'était plutôt bien comme idée de se faire de l'argent avec de l'illustration. Bref, je suis sortie des Arts Déco en 2002, et pour les gens qui sont plus jeunes, en 2002, Internet, c'était un murmure. C'était pas quelque chose de très très pratique ou de très très courant, en tout cas pas pour contacter des éditeurs. Donc il fallait aller faire le planton chez les différentes maisons d'édition, les chercher. Donc moi, pendant 1 an, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai travaillé sur d'autres choses. J'ai écrit et j'ai essayé de faire un portfolio avec des choses qui m'intéressaient. Et au bout d'1 an, je suis allée chercher un éditeur au Salon du Livre de Montreuil. J'ai trouvé un éditeur au Salon du Livre de Montreuil. Pas forcément le meilleur éditeur, mais j'ai trouvé un éditeur. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la bande dessinée en France. Est-ce qu'on a beaucoup digressé? On a beaucoup digressé, non? Non. Voilà, vous nous dites. Dans les premiers éditeurs, il y a eu Cyrose sur les couvertures de livres? Non, ça fait partie quand même des premières expériences ou pas? Ça faisait déjà quelques années que je faisais... En fait, j'ai fait de la BD pendant plusieurs années avant d'être repérée par Hachette. Hachette trouvait que mes couvertures en bande dessinée étaient
était bien. Ils m'ont contacté pour faire de la couverture. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait être respecté pour son travail, on pouvait être payé en temps et en heure, et enfin, en tout cas, on pouvait avoir un rapport professionnel avec un éditeur. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et en plus, pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention, avoir un boulot différent toutes les semaines, c'est super. Alors, Est-ce que tu peux juste rapprocher ah oui, le pardon. micro, je pense, parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, j'ai commencé à faire des couvertures en France comme ça, pour Hachette pendant quelques temps, et ensuite seulement je suis passée aux autres éditeurs. Et dans tes études, en fait, forcément, je me doute bien que même dans un diplôme d'illustration, on n'apprend pas vraiment tous les outils, ni à savoir Mais exactement on comment. n'apprend pas grand-chose, On je n'apprend pas trouve. grand-chose. Non, en fait, le problème pour moi des écoles d'art, et c'est vraiment, c'est pas le problème de tout le monde, mais en tout cas c'était le mien. En école d'art, on vous incite à trouver le truc qui vous fait plaisir. Faites ça à fond, vous n'aurez plus jamais l'occasion de le refaire. Et c'est pas complètement faux, mais en même temps, on est aussi dans la négation de la réalité du métier. Où moi, tous les ans, tous les 2 ans, je retourne à Strasbourg, et comme on est devenus collègues avec certains de mes anciens professeurs, on boit un petit café, et à chaque fois, je leur dis, mais moi, les arts déco, là où en tout cas, ils m'ont pas aidé, c'est que jamais on m'a expliqué à quoi ça ressemblait un contrat, jamais on m'a expliqué comment négocier un contrat, c'était quoi les tarifs, des trucs très, très, comment pas se faire avoir par toutes le milieu, il est extrêmement toxique, il n'aide pas les jeunes personnes, et encore moins les jeunes femmes, je veux dire, à trouver une place et à savoir ce qu'on fait. En fait, on s'est tous fait arnaquer sur nos premiers volumes, en fait. Mais toi, là, du coup, effectivement, on aborde quand même pas mal de sujets, mais c'est vrai qu'après, j'aimerais bien qu'on revienne après sur le dur du métier, effectivement, sur les contrats, sur les choses comme ça. Parce que le rapport à l'éditeur, il est important. Quel conseil donnes-tu, tu sais, à un aspirant illustrateur ou un aspirant artiste? Donc, pas maintenant, parce que on va garder on va pas spoiler le conseil en question, des fois qu'il y ait des artistes dans la salle, mais en fait, parce que en fait, ton parcours à lui seul, en fait, il est un exemple presque de résilience, pour employer un mot un peu à la mode, mais parce qu'il n'est pas évident, effectivement. Il n'y avait pas de pont qui était déjà tracé, il n'y avait pas de chemin qui était déjà tracé entre la France et Marvel, par exemple, hein, pour faire un raccourci direct. Oui. Et donc, ça s'est fait comment et surtout à quel prix, en fait? En fait, à un moment, j'ai dû recommencer entièrement mon portfolio. Ça m'a pris 1 an. J'ai été la première personne à être embauchée sur dossier PDF chez plusieurs éditeurs. Donc c'est du temps, c'est trouver les canaux. J'avais un dossier que j'avais gardé, je l'ai perdu entre-temps, où j'avais quelque chose comme 300 mails que j'avais envoyés parce que j'avais même pas de mail de refus, en fait, les gens ne me répondaient pas. Donc, Oui, ça c'est typiquement en France. oui. Bon, après, moi non plus, je réponds pas à mes mails, c'est pas grave. Mais tu vois, il y a un côté comme ça. En vrai, la vraie raison pour laquelle je travaille pour Marvel, c'est que je me suis dit, je suis pas à un nom près. Au pire, ça sera pas de réponse, et c'est OK. Et oui, c'est comme si tu avais, entre guillemets, rien à perdre, en fait. Alors, rien du tout. Et alors, avec cette attitude, puisqu'on a parlé un petit peu tout à l'heure du métier, effectivement, est-ce que c'est cette attitude qui te rend gagnante, en fait, par exemple, dans la gestion des contrats, bien entendu, dans le bras de fer avec un éditeur, parce que ça reste un bras de fer quand même. Je dis souvent que j'avais plus d'opiniâtreté que de raison. J'ai eu peur. Mais oui, on est sur scène. Mais non, en fait, une carrière, c'est oui, beaucoup de volonté, beaucoup d'illusions, et beaucoup de hargne. Enfin, moi, personnellement, j'avais beaucoup de choses à prouver en tant que tout un tas de trucs. Je viens d'un village où il y a 600 habitants, où j'ai grandi sans Internet. Si je voulais savoir des trucs sur le Japon, il fallait que j'aille à la librairie trouver le livre sur le Japon. C'était pas un endroit où on avait prévu d'en partir, tu vois. Le monde ne s'attend pas à ce qu'on fasse des carrières. La première fois que j'ai pris un avion pour aller aux États-Unis, je me suis dit, mais dans quel monde je vis, en fait? C'était pas ce qui était prévu. Mais tu dis d'ailleurs effectivement que tu avais ce désir de voyage assez rapidement, en fait, enfin, qui était toujours ancré, en fait, et comment, Oui. parce qu'il y a le côté nomade, en fait, dans ton parcours, qui est quand même bien présent.
C'était vraiment un désir ou c'était au gré des commandes, au gré des rencontres? C'était un rêve longtemps et après c'est devenu une possibilité. Mais le nomadisme, c'est une chose qui nourrit, mais c'est pas le but de ma carrière. Ça fait partie des choses qui construisent ma carrière, mais c'est pas le but de ma carrière. Moi, alors pendant longtemps, effectivement, je voulais juste être reconnue, être bonne dans ce que je faisais, mais aussi en tant que femme, on a souvent à prouver sa place. Tu parlais des conseils tout à l'heure. Moi, j'étais là, faut pas s'encombrer d'humilité parce que l'humilité pour les femmes, ça marche pour les mecs. Les mecs, tout le monde s'attend à ce qu'ils soient à leur place. En tant que nana, le nombre de fois, on m'a demandé de prouver que je connaissais. Je suis pas Wikipédia en fait. Moi, je suis là pour faire mon boulot et je pense que je le fais bien. Mais pourquoi me demander à moi si je connais les Tortues Ninja? En fait, je m'en fous. Oui, je les connais. Il se trouve que je les connais et que j'aime bien ça, mais c'est un hasard. Et c'est pas grave si je les connais pas. Oui, quand tu réponds à la commande, tu es vraiment dans la peau de l'artisan qui répond à la Ouais. commande, en fait. Il y a le côté artiste, entre guillemets, bien entendu, mais pas le côté artiste à la française dont tu parlais un petit peu tout à l'heure. Tu semblais suggérer ça au niveau des écoles, l'artiste maudit, enfin ce truc un peu poétique, un peu romantique. Là, on est quand même dans un rapport au travail, dans un rapport commercial à la commande. Oui, Et effectivement, donnez-moi un pitch et je saurai vous rendre quelque chose de... oui. En 2 jours s'il faut. Je- je- tu sais, les gens ils sont là, Stéphanie, si tu veux, on a une plus grande deadline. Je fais ouais, mais je ferai quand même ta couverture 2 jours avant la deadline. Ça sert à rien. J'aime bien comment tu parles de ta première commande là. C'était Firestarter, si je me souviens bien, Firestar. dont tu nous as prêté l'original. On parlera un petit peu après de l'exposition, bien entendu, mais ta première commande donc, pour Non, en Atlantique. gros, mon dossier avait été donné à Sibi Sepulski, qui était à l'époque le recruteur international de Marvel et qui aujourd'hui est le directeur, enfin l'éditeur en chef. Et il l'avait bien aimé, mais il trouvait, à raison, que je manquais encore d'expérience et de qualité. Ouais, si tu veux, moi j'ai toujours eu plutôt des bonnes qualités en composition, mais en anatomie, par exemple, il y avait beaucoup de choses que je cachais derrière des forces en composition et en couleur. Et il a gardé un œil dessus, visiblement. Et un jour, c'était genre le 28 décembre 2009, exactement. Et je reçois un mail, genre Stéphanie, c'est maintenant. Genre, on a une couverture, t'as une semaine. En France, c'est 2 mois en général les délais, hein. Et j'étais là, genre, bah ouais, c'est super. Enfin, il y a certainement quelqu'un qui était malade ou qui a décidé que Nouvel An, ce serait en, je sais pas, en Amsterdam ou quelque chose. J'ai dit non, je ferai pas ça. Ben moi, je le ferai. Et c'est vrai que depuis cette première couverture, d'ailleurs ça aussi c'est Firestar, mais c'est pas cette couverture, mais elle passe derrière, non elle passe pas derrière. Oui, parce qu'on voit des choses que vous voyez pas. Elles vont passer, je Ah ça pense. y est, elle est là. Ça alterne. Et depuis donc décembre 2009, Marvel m'a commandé des couvertures tous les mois. Et alors, vu que tu maintiens en parallèle ta carrière en France, puisqu'il y a encore des commandes, où il y Non. a eu, mais il y a eu longtemps des commandes en Ah bah vous parallèle. êtes le seul, hein. Bon, ben heureusement qu'on t'a commandé ça, sinon tu serais jamais revenu. C'est possible. Non, je fais pas de travaux pour la France. Déjà parce que j'ai pas le temps. Même les couvertures que je prends pour les États-Unis, en fait, en ce moment, pour moi, c'est compliqué. Là, depuis le début de l'année, j'ai fait 140 pages pour ma nouvelle série, qui n'est pas encore sortie. Je suis à 140 pages, 7 numéros plus loin, et elle n'est toujours pas encore sortie. Elle sort dans 15 jours, là. C'est déjà un gros boulot, en We fait. call Giant. C'est die. C'est Die, ok, sur Die, ok. Et, et en parallèle, j'ai dû faire une trentaine de couvertures, quoi. Je fais 2 boulots à temps plein. Et alors, parce que du coup, ma question, croyant qu'il y avait encore des travaux en parallèle, mais merci du coup d'avoir accepté une commande des Français, entre guillemets. Euh, mais bon, tu as des liens avec, par exemple, des illustrateurs français, avec tes amis, avec tes collègues, avec des choses comme ça. Et en fait, comment est-ce que comment tu te retiens de leur dire, les gars, arrêtez de Retiens bosser pas pour la du France? tout. Ah non, mais vraiment pas. Genre tous les ans, il y a un moment où quelqu'un dit oui, on n'est pas bien respecté sur les festivals, les dédicaces, les salons devraient nous payer. Et je suis là, mais pourquoi vous voulez faire payer les salons? C'est les lecteurs qui devraient payer. Ils partent avec un dessin. Pourquoi il est gratuit?
Genre, en plus, il y en a qui viennent littéralement pour les mettre sur eBay derrière. Je suis désolée. Moi, ça fait partie de la carrière, mais je fais beaucoup de conventions aux États-Unis. Il n'y a pas une seule personne que j'ai fait payer, et c'est pas donné, hein, qui est venue râler, alors que des gens qui n'ont pas payé leur dessin et qui ont râlé, j'en ai connu. Enfin, Bon. Alors, après la séance, après la rencontre, tu vas être en dédicace, mais je te laisse. Oui. J'ai rien dit. Hein. Je vous laisse vous débrouiller. Une fois de temps en temps. Et seulement 1 heure. Non, mais Ok, parce que mon ok. premier éditeur, il m'envoyait sur Merci, des salons BD toutes les semaines. L'exception française, c'est ça qu'on va appeler Ah, ça comme ça. c'est terrible. J'allais et je revenais. Je ne bossais pas pendant 4 jours parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le TGV depuis Strasbourg. Donc, ça me prenait le vendredi pour y aller. Je revenais le lundi soir avec une gueule de bois carabinée. Et en plus, je n'avais pas été payée. Genre, rien de ça n'allait, tu vois. Mais il y a quand même. Est-ce que tu as eu des conseils, par exemple? Bon, je sais que tu fais des collabs en ce moment avec des illustrateurs français, par exemple, et sur les. Ah oui. Ben là, on a parlé du public et puis de la demande de la dédicace, mais au niveau du contrat, par exemple, d'éditeur, en fait, Mhm. il y a bien forcément des copains des potes et des artistes, des auteurs qui te demandent des conseils, par exemple. Pas tant que ça, en Non, vrai. pas tant que ça. Mais ils devraient quand même, parce que bon. Non, mais ça m'est arrivé de temps en temps de pousser des gens chez Marvel. Pas très très souvent. Mais en général, ça a plutôt bien marché. Il y a 1 ou 2 fois où ça s'est pas fait particulièrement. Mais après, c'est compliqué. Moi, je suis pas recruteur et je mets aussi. Enfin, je m'engage pour quelqu'un à ce qu'il soit capable de faire un bon travail. Et si ça marche pas, c'est pas forcément bon pour moi non plus. Donc, je le fais avec parcimonie. Et alors je pense à l'ami qui nous a présenté. Alexis? Alors Alexis Briclot, qui était donc là l'année passée. Moi je suis ravi parce qu'en fait on a quand même que du super lourd. Hein. Excusez-moi du terme, hein, mais Non, mais Alexis, il est super. Il a une carrière incroyable. et en fait, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé récemment sur Ah, bon, non, je sais mais pas. il s'est rien passé. Non, Hein. non, j'ai rien dit, mais En fait, sur ma série, Die chez Image, c'est un système de fonctionnement qui est complètement unique dans la bande dessinée ou dans le comics américain, où en gros c'est un petit peu un pont entre l'auto-édition et la grosse édition, où en gros il faut être sûr de faire un succès parce qu'on est très intéressé au succès, mais avant de commencer à faire beaucoup d'argent, il faut rembourser les frais d'édition, d'impression, de distribution. Nous, on paye avec notre budget des artistes, des cover artistes pour des couvertures alternatives. On paye aussi tout un tas d'autres personnes. Et effectivement, j'embauche à titre personnel des illustrateurs et parfois des illustrateurs français, dont Alexis Briclot. Mais j'ai fait bosser. Maintenant, on est à une trentaine de personnes. Après, c'est une balance entre est-ce que l'art est vraiment super ou est-ce que la personne est vraiment connue. Il faut que ça soit vraiment un plus. bon, mais je peux vous dire qu'elle est superbe. Ouais, elle est super, c'est vrai. Tu parles beaucoup d'élégance dans ton travail et de composition. Mm-mm. En France, même si on est comme partout, on est baigné d'images à longueur de journée. Moi, j'ai toujours été désespéré du peu d'éducation à l'image qu'on avait au niveau des écoles, au niveau de l'éducation de C'est base, vrai. entre guillemets. Euh, la composition d'une image, comment tu amènes un œil, je dirais, à, à voir et à observer ce que toi tu as envie qu'il voit dans une image composée dans un format carré, rectangulaire, mais en tous les cas dans un format fermé à chaque fois. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment très important. Autant la composition que l'élégance du personnage, l'élégance du mouvement, cette espèce de poésie qui se dégage de ton image. Euh, En c'est fait, vraiment important. il y a plusieurs choses qui sont importantes dans le fait de créer une couverture. Il y a des choses qui me sont personnelles, il y a des choses qui sont plus universelles. Je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est un diagramme de Verneuil, où en gros vous avez 3 cercles les uns dans les autres, les uns à côté des autres,
Et c'est leur superposition qui est importante. La première, c'est ce que vous voulez faire. La seconde, c'est ce que vous faites. Et la troisième, c'est ce que les gens comprennent. L'idée, en tant qu'illustrateur, c'est de rapprocher ces trois cercles au maximum pour pas que les choses nous échappent à travers les gens ou dans le fait qu'on n'est pas toujours capable de faire transparaître ce qu'on a à la tête sur le papier. Ça, c'est une première chose. Être sûr que ce que les gens comprennent, c'est ce que moi, j'ai voulu faire passer. Ensuite, pour la couverture en particulier, pour moi, il y a des choses qui sont vraiment importantes. Il faut que ma couverture, elle soit intéressante. Il faut qu'elle parle à la bonne personne. C'est-à-dire que, en fait, si je fais une super belle couverture, mais qu'elle appelle des fans de SF alors que je vends de la non-fiction, quelque chose, ben, en fait, le bouquin, il aura raté son public et tout le monde sera frustré. Et enfin, dans le comics, comme en bande dessinée, les comics sont présentés au milieu d'énormément d'autres comics, genre facilement une centaine. Moi, mon image, il faut qu'elle se voie. Et ça, c'est là qu'on rentre en compte la composition. C'est pas une histoire de beauté ou pas beauté d'image. C'est une histoire alors on appelle ça l'espace négatif. C'est comment les vides circulent autour des images. Genre, quand je fais mes sketchs, il faut qu'ils soient petits, parce que si je les comprends en petits, ils seront bien en grand aussi, tu vois. Donc, en fait, oui, l'élégance, c'est une chose, ça fait partie des choses que j'aime faire, mais avant tout, ce que je dois faire, c'est vendre un livre. Oui. On ramène ça effectivement à l'entreprise, entre guillemets. Moi, personnellement, je me suis régalé à imaginer les images agrandies dans le cadre de l'exposition. Et là, on voit passer donc des croquis, on voit passer des dessins préliminaires, en fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui croque toute la journée? Non. Non. Parce que justement, enfin, on parlait d'Alexis. Alexis, c'est un fondu du croquis Oui, non, mais alors moi, H24. je suis super admirative des gens qui. Mais moi, quand j'ai pas de travail, je veux faire autre chose. Je veux aller au cinéma, je veux aller boire des coups, je veux aller à la salle de sport. Enfin, quelque chose d'autre. Je travaille trop. Je suis fatiguée. Oui, j'allais te dire, oui, quand tu n'as pas de travail, mais du coup, ça arrive assez peu parce que tu as quand Ah oui, même non, un rythme, quand littéralement, on ça voit n'arrive jamais. le parcours. Et alors, du coup, ta routine, puisque avant de parler de la bande dessinée elle-même et puis ensuite de passer le micro dans le public, qui eux, j'imagine, ont tout le monde a plein de questions. Ta routine de dessinatrice, ta routine d'artiste. Alors, ça va pas être super. En gros, comme on l'a entendu déjà avant, j'ai des petits troubles de l'attention. Donc le matin, je me réveille et je reste dans mon lit à essayer de faire un Lego ou un Tetris de ma journée pour que tout puisse être fait. Et tout d'un coup, il est 10 heures et je me rends compte que si je veux être au bureau à 11 heures, il faudrait que je parte maintenant. Donc heureusement, j'ai un bureau que je partage avec des gens, ce qui me permet de manger, parce que sinon j'oublie. Donc je vais manger avec mes collègues et ensuite je me mets au travail. Et je travaille en général En général, j'essaye d'arrêter à 21h30 parce que ma salle de sport, elle est ouverte jusqu'à 11h. Et donc à 21h30, je file à la salle de sport. Et tous les jours. Tous les jours. Oui, parfois le dimanche aussi. C'est tous les jours. Mais je prends un mois par an au Japon. Alors ça, c'est la récompense. Donc oui, on a parlé un petit peu de voyage. Et donc, effectivement, dans ta vie, il y a le Japon. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une importance de quelle nature, en fait? C'est quoi? C'est une communauté d'esprit? Non, alors, pour les gens comme moi, l'ennui, c'est la mort. Quand je reste trop longtemps quelque part, je deviens mes habitudes et j'oublie qui je suis. Quand je pars, alors c'est pas que le Japon, il y a beaucoup d'endroits où je vais en Asie, où j'ai des endroits où je me réfugie. Et en fait, je suis obligée de réfléchir à pourquoi je fais les choses. Parce que tout est tellement différent qu'en fait, je suis obligée de vraiment réfléchir à pourquoi je fais les choses, pourquoi j'ai envie de faire les choses. Et du coup, quand je reviens, je me sens plus honnête envers moi-même. Ok, parce que quand tu travailles par exemple sur ta routine de tous les jours dont tu parlais, tu peux te perdre du coup dans ce rythme Bah oui, parce que je fais plus que ça. un peu dolent, quoi, du coup. Oui, c'est terrible. Ok, c'est intéressant parce que vu le travail, enfin vu la somme de travail que tu fournis, je me dis, Non, mais j'adore mon travail, mais tu sais, la raison pour laquelle j'en fais autant, c'est que je me dis toujours, si je me dépêche de faire ça, j'aurai fini, je pourrais m'amuser. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est une course. Oui. Vraiment, c'est un cheminement de feignant, tu sais. Je vais vraiment faire ça très vite, comme ça après j'aurai du temps.
Sauf qu'entre-temps, je reçois 15 mails de Marvel ou d'autres pour dire Stéphanie, tu voudrais pas faire ça? Je sais pas. Parce qu'en fait, en tant qu'illustrateur, quand j'étais jeune illustratrice, je gagnais très 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 mal ma vie. En fait, j'étais littéralement en dessous du seuil de pauvreté. Et quand tu as été pauvre une fois dans ta vie, tu es pauvre toujours dans ta tête. Tu as beau avoir vraiment beaucoup d'argent à la banque. Et en fait, tu te dis toujours oui, mais ça, peut-être que si je dis non, plus jamais on me demandera. Et si on me demande plus jamais, combien de temps je peux vivre sur mes économies? Ok, il y a toujours ce type de... Ouais. Ben oui, tu sais, les gens qui naissent dans des bulles où ils sont très protégés, ils ne se rendent pas compte que les gens qui travaillent au McDonald's, ils ne gagnent pas 5000 balles par mois. Enfin, Oui, et mais je c'est te vrai le qu'on donne vraiment entend en aussi. exemple parce Ouais. que j'ai rencontré des gens qui pensaient vraiment ça, tu vois. Et je disais, ah, mais comment, ils étaient, ah, mais comment ils font? Et ils font comme toi, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais avec moi. Dans tes histoires, il y a souvent, enfin, il y a l'histoire du don, de la transmission. On sent le poids. Alors, il y a- sur Die, on est typiquement, enfin, moi, dans quelque chose qui me touche, c'est une espèce de nostalgie presque de certains moments liés à l'enfance, liés à des choses, entre guillemets, à des joies simples, à cette espèce de. Je sais pas si tu as lu, par exemple, Pierre Bottero, de Pas sur le côté, qui t'envoie dans une dimension parallèle, entre guillemets, bon, à choix multiples, on va dire. Euh, le don qui se transmet, mais il y a aussi la malédiction. Et cette espèce de truc de transgénérationnel, en fait, euh, c'est quelque chose qui te touche. Est-ce que tu sens quelque chose que... tu parlais tout à l'heure du petit village. Hein, et si on revient à ce petit village, en fait, euh, l'idée, c'était quoi? C'était rendre fière une génération, enfin, toi, te sortir du petit village en question, ou tu as toujours senti ne pas avoir le choix, en fait, de partir sur l'art, sur des choses comme ça. Ah, je... Quand tu regardes en arrière un petit peu, mais voire même sur plusieurs générations, en fait, ça fait quoi d'être sur aujourd'hui artiste d'une entreprise, enfin, en tous les cas, d'une entreprise qui est quand même un nom le plus connu au monde, quoi, avec Marvel par exemple, et être cette femme qui défend ces couleurs-là quand même, parce que même si t'as pas de prise d'opposition extrêmement politique dans ton travail, mais n'empêche que juste le fait d'être, c'est une position politique. C'est pas tout à fait vrai. En fait, Kieran, en gros, Kieran Gillen, mon auteur sur Die, on s'est rencontrés la première année où je travaillais chez Marvel, où je travaillais sur une série qui s'appelait Journey into Mystery, pour ceux qui connaissent. C'est en gros, après Ragnarok, tout le monde est mort, Asgard, sauf Thor. À un moment, Thor ressuscite tout le monde, sauf Loki. Et à un moment, son frère lui manque, mais la version de lui de quand il était petit. Et donc, Loki est ramené, il est français, il s'appelle Serrure. Et il a. Alors, moi, je le dessine comme s'il avait genre 9, 10, 12 ans, par là. Et c'est une comédie en. Alors, je ne me rappelle plus combien il y a de numéros, mais on va dire une comédie en 13 actes et une tragédie en 14. C'est fantastique à lire. Et c'est vraiment. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse du travail de Kieran. Moi je faisais les couvertures et en fait j'ai fait le tout dernier numéro de Journey into Mystery, j'ai fait les intérieurs. Et en fait il a une façon d'écrire qui marche très très bien pour moi, où il est à la fois très littéraire mais en même temps il me donne des choses qui sont très faciles à remplir. C'est très littéraire mais il n'y a pas de grosses descriptions, tu vois. Et du coup je peux vraiment mettre tout ce qui me travaille sur le moment sur le papier. Et il a une autre grande qualité en tant qu'écrivain, auteur, c'est que en fait, il me fait confiance et que je peux lui faire confiance aussi. Genre, j'ai toujours su qu'en fait, si je voulais faire un livre important ou mettre de l'argent de côté pour ma retraite, genre, ça sera avec Kieron. Je- on ne travaille pas toujours aussi bien avec tous les. Ça dépend vraiment. En fait, il y a des couples de auteurs, illustrateurs qui se forment parce qu'on aime travailler les uns avec les autres. C'est pas seulement une histoire de thème, mais il se trouve que Kieron, alors c'est pas un outing, il a fait son coming out lui-même, mais Kieron est bi et en fait les thèmes LGBTQ, en fait, ils sont toujours très présents dans son travail. Pour ceux qui savent, Loki est revendiqué depuis longtemps par la communauté pansexuelle.
The Wicked and the Divine, c'est très là aussi pour ça. En fait, tous ceux sur Angela, avec Angela, on a développé le premier personnage trans-femme de l'univers Marvel aussi. Oui, c'est là l'attitude politique. Bien sûr. Oui. Et en fait, c'est important dans le sens où toutes les façons dont on en parle, c'est jamais l'histoire principale. Ça fait partie de l'histoire. Et la façon dont c'est amené, c'est pas l'histoire principale, mais comme elle est là, en fait, elle existe sans que ça soit forcément. Enfin, c'est une occupation d'espace. Oui, diffuse, mais présente. Oui. Donc voilà. Bon, merci pour ces petits moments d'intimité. On va peut-être allumer la salle si vous voulez poser des questions. On peut commencer parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Et ça va nous permettre encore mieux de creuser le sujet. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et si vous pouvez vous lever en même temps pour que Stéphanie puisse vous repérer dans la salle. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voudrais bien avoir la réponse à une des toutes premières questions. Quels seraient les conseils, notamment pour les contrats? Prenez un avocat. Non, alors, plus sérieusement, il y a, en France en tout cas, il y a, comment ça s'appelle, Centrale Vapeur. Centrale Vapeur, je ne sais plus c'est point quoi. Ça a été créé par Joseph B, qui est un de mes anciens profs aux Arts Déco. Il y a un abonnement, genre c'est payable une seule fois, je crois que c'est 23 balles, mais je ne suis pas bien sûre, me demandez pas, où il y a en fait en temps réel quasiment combien les gens ont été payés, avec, et après négociation, parce qu'en fait la négociation c'est aussi important. C'est une très bonne ressource pour avoir des conseils. Sinon, si c'est pour les contrats américains, il y a un bouquin qui s'appelle Ethical Guidelines for Pricing, je crois, quelque chose comme ça, qui est fait par la Société des illustrateurs, dans lequel il y a des prix par genre d'illustration, pour le quart de page, la page pleine, pour les gros éditeurs, les petits éditeurs, pour le jeu vidéo, pour la télévision et ainsi de suite. Tout ça, et des exemples de contrats aussi à l'intérieur. Difficilement exploitable en France parce que les tarifs ne sont pas toujours les mêmes, mais ça peut être utile quand même, ne serait-ce que pour lire un contrat. Et sinon, si vous en avez l'occasion, prenez un agent parce que les agents, c'est super pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Pardon. J'aurais une question, c'est vis-à-vis de l'affiche des Utopiales. Du coup, vous en avez quasiment pas parlé. Et est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette affiche? Est-ce qu'on peut la montrer? Bon, on verra. Oui, en gros, moi, mon idée, c'était vraiment de faire une image qui puisse être gardée, en fait. Je voulais que ce soit un bel objet pour que les personnes de Nantes, qui sont à la fois les fans des Utopiales, mais pas forcément les fans des Utopiales, puissent avoir chez eux et se reconnaître un petit peu dedans. Donc, je suis venue à Nantes et j'ai un petit peu déambulé pendant un certain temps, en suivant beaucoup la ligne verte, comme on a pu le constater. Et je me suis dit, oui, il faut vraiment mettre l'éléphant, c'est OK, mais tout le monde connaît l'éléphant. Les gens de Nantes, ils ont sûrement autre chose que l'éléphant qu'ils ont dans leur cœur. Donc je vais aller voir, puis j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Et je dis, oui, la grande grue, là, c'est vachement important, elle a ce petit surnom. Donc je suis allée passer une soirée au lieu unique aussi. Franchement, vous avez une super ville. Hein. Puis elle est très verte aussi. Et sinon, après, techniquement, en matière de composition, si ça vous intéresse. On n'en a pas parlé, mais moi, en fait, la quasi-totalité de mon travail est basée sur les diagonales, parce que les diagonales, ça rend les images dynamiques, même quand elles sont fixes. Et là, si vous l'avez, en fait, il y a vraiment ce qui se passe en dessous et au-dessus de la diagonale. En dessous de la diagonale, c'est une image, et au-dessus de la diagonale, c'est une autre image. La diagonale dans ce sens-là. Et ça rend les images plaisantes. Il y a les images, il faut qu'elles bougent. Je crois que c'est la première fois où quelqu'un m'a écrit pour me dire on va pas t'embaucher, c'est pourquoi tes personnages sont toujours tout droits sans bouger. Je dis, bah oui, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc il faut du mouvement, il faut de la vie. Moi je travaille aussi beaucoup sur les micro-expressions, donc je voulais
Le thème de la singularité, pour moi, en tant que personne neuroatypique, pour moi, les neuroatypies, c'est à la fois quelque chose qui se masque, mais c'est aussi quelque chose, quand on rencontre quelqu'un qui est un peu comme nous, on l'aime vraiment beaucoup. Et je voulais un petit côté comme ça, un petit peu de connivence discrète. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la connivence discrète? En vrai, on est vraiment content quand on se rencontre. Des fois, en courant rond. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut courir en rond avec Stéphanie. Bonjour, ma question concerne les couvertures. Vous sembliez dire que ça avait beaucoup d'influence sur les ventes. Et c'est vrai qu'on le voit bien tous, quand on est dans une librairie, c'est la première chose qui peut décider d'aller vers le livre. Est-ce que vous savez dans quelle mesure ça influence si une couverture est ratée, ça ne va pas se vendre, etc. Est-ce que justement, je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose auquel on réfléchit énormément? Alors, je n'ai pas de chiffres particulièrement pour ça. Mais effectivement, en France particulièrement, parce qu'en France, il y a assez peu finalement de systèmes pour communiquer sur les ventes, en dehors des gens qui cherchent vraiment à savoir qu'est-ce que produit Delcourt, qu'est-ce que produit machin. Donc sur la table, le temps où vous restez sur la table, c'est le moment où votre livre va être vu et va se vendre. Comme en BD franco-belge, il y a... Alors, je ne suis pas exactement au courant des chiffres en ce moment, mais il me semble que c'est 4000 nouveaux titres par an. On a 2 semaines pour vendre une BD, c'est pas énorme. Donc effectivement, oui, la couve, c'est très important. Et moi, à titre personnel, je trouve que... Je comprends en fait que les gens aient envie que la même personne qui dessine l'intérieur soit la personne qui dessine la couverture, mais c'est pas toujours... un très très bon illustrateur séquentiel ne sera pas forcément un très très bon artiste de couverture. C'est deux métiers complètement différents. Et des fois, je trouve qu'on rate des ventes parce que la couverture ne parle pas bien et parle pas bien aux bonnes personnes en tout cas. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent dans le sens où, alors, il faut une couverture pour un bouquin, ça c'est une chose, mais après, on a aussi beaucoup de systèmes de couverture alternative qui sont plutôt pour les collectionneurs. Pour ceux qui suivent l'actualité, l'IA en ce moment, ça arrive de façon un petit peu discrète dans beaucoup de nos métiers, mais on a encore la chance aux États-Unis d'avoir, et même dans la BD en général, on a des publics de collectionneurs, ou en tout cas de lecteurs, et eux, ça ne les intéresse pas de lire ou de voir ce que font les machines, ils veulent des personnes. Et ça, c'est plutôt rassurant, de mon point de vue. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Après, sur l'importance de la couverture, on peut aussi peut-être parler des conditions de travail et de la différence entre la France et les États-Unis, parce que la France, ça reste un petit marché, quoi qu'il en soit, le marché francophone. Et la différence de prix fait aussi la qualité du travail, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle d'un tarif horaire ou un tarif journalier quand on a une telle différence de prix. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on se retrouve avec des collaborations ou peut-être, comme hier soir, il y avait une table ronde sur l'IA, où j'ai entendu que si on n'avait pas le temps de faire une couverture, on faisait appel à l'IA. Pour moi, c'est un argument de merde, hein, je vous le dis, mais... c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'argent, clairement. Une fois, j'étais à la WorldCon, une convention fantastique aussi, et j'étais à une table ronde avec des illustrateurs et des éditeurs, pas des très grands éditeurs. Et à un moment, il y en avait un qui était là, genre moi je connais des pages où on trouve des images à 20 balles, des couvertures déjà faites, et l'autre qui disait, ben, moi j'ai un seul graphiste et il prend des images, des stock images, et il fait des montages, et j'étais là, bah oui, mais moi ça c'est ma première idée, hein, je m'arrête jamais à ma première idée. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a fait, oui, mais moi je payerai jamais ce prix-là. Du coup, bon, c'est ok pour moi. Oui, il n'y a pas du tout la même considération. Non, les gens qui payent de l'IA, ils n'auraient pas payé un illustrateur de toute façon. Hein. Enfin, en tout cas, ils n'auraient pas payé mon prix. Oui, même au tarif français. Non. Donc voilà. Mais ça va venir quand même, mais pas et en plus, dans l'IA, il y a... Enfin, mon agent aux États-Unis nous a envoyé un mot pour nous dire, rappelez-vous bien qu'en fait, nous, on est dans la vente de licences, et ce qu'on fait avec l'IA, c'est pas licençable. Pas entièrement. Il y a une partie de la licence qui appartient au générateur d'images. Ouais. Donc, le faites pas. De toute façon, vous serez grillé. Donc, on ne le fait pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, j'avais une question sur quand on fait des couvertures pour plein de séries de comics différents, comment vous faites un équilibre entre votre style à vous et le style de chaque série, de chaque personnage emblématique comment ça fonctionne? Ah oui, alors ça c'est une question intéressante et du coup dans les conseils aux illustrateurs, ça c'est vraiment une bonne, un bon tremplin pour moi. En fait, quand on est embauché pour faire des couvertures, en anglais, le conseil que je donne c'est you don't need to fit in, you need to stand out. Les gens vous embauchent pour faire exactement ce que vous savez faire. Genre vouloir faire du comics alors que ce qu'on fait c'est de la peinture, enfin un style comics, on vous embauche pas depuis un pays étranger pour faire exactement ce qui a déjà été fait. On vous embauche pour ce qui vous fait, ce qui fait votre patte à vous en fait. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas très très longtemps d'un illustrateur que j'avais embauché. C'était sa première couverture de comics et il a voulu faire du Stéphane Yant. Et en fait, c'est moi. Hein. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire mon travail en fait. Et il m'aurait donné n'importe quoi qu'il y avait dans son portfolio, ça aurait été super. Et il s'est laissé dépasser par ce qu'il pensait, genre par ce qu'il mettait dans ma tête. Ouais, vraiment, j'embauche les gens pour faire exactement ce qu'ils savent faire. Et dans les portfolios, en fait, il faut toujours mettre exactement ce qu'on a envie de faire parce qu'on sera toujours embauché pour faire une version différente de ce qu'on a déjà fait. Genre, si dans votre portfolio, il y a plein de pirates, bah, vous allez être appelé pour faire des pirates, mais personne ne va vous appeler pour faire l'histoire de Sophie Scholl pendant le Troisième Reich. Ça va pas, ça va pas. C'est un exemple comme un autre. Oui, oui. Il y a eu des résistants en Allemagne. Voilà, mais non, mais c'est vraiment important en fait. Il faut mettre dans son portfolio exactement ce qu'on veut faire parce que si vous avez des choses qui vous plaisent pas entièrement et qu'on vous dit c'est ça qu'on veut, en fait, on va être malheureux. Et en fait, un jour, Sibi Cebulski m'a dit, enfin, on faisait un portfolio review ensemble il y avait quelqu'un qui venait, il avait plusieurs styles dans son portfolio. Du coup, on savait pas. Tu sais pas ce que tu vas avoir si tu embauches quelqu'un qui a plein de trucs dans son portfolio. Il dit, il faut que tu aimes ce que tu fais parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas devoir le faire 3 jours de suite jusqu'à 4 heures du matin. Il faut qu'à 4 heures du matin, le 3e jour, tu aimes encore ton travail. Ça, c'est un bon conseil. C'est un très bon conseil. On continue avec les questions, si ça vous dit. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Je ne sais pas. Ah oui, au milieu. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en attendant? Parce que, En fait, à part les vacances. c'est un beau projet déjà. Non, je travaille toujours sur Die, donc on fait la suite de Die qui va sortir bientôt. Autant les premiers thèmes de Die, c'était... Enfin, là, les nouveaux thèmes vont Donc être là, tu me différents. disais qu'on était à combien de décalage en fait avec la parution française? Alors, je ne sais pas du tout, parce que en fait, je ne sais pas s'ils vont adapter la 2e série. Mais moi, j'ai déjà fait 140 pages et effectivement, donc j'ai fait 7 numéros avant même que le premier soit sorti. Donc, c'est Bon. beaucoup de travail. On a encore à lire alors. Oui, il me reste encore 5. Une question? Oui, bonjour. Je pense que c'est la première fois pour moi que je vois quelqu'un parler aussi aisément d'argent dans des milieux que je qualifierais plutôt C'est d'artistique. parce qu'elle bosse pour les Américains, c'est pour C'est ça. tout à fait En fait, parce que je bosse pour les Américains. En fait, voilà, Tu sais bien qu'en France, c'est jamais de la vie. C'est un peu ma question, c'est déjà, est-ce que vous pensez que c'est l'influence américaine qui crée cette aisance ou c'était déjà en vous au départ? Et je serais surtout curieuse de savoir comment le milieu français autour de vous réagit à cette posture. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt contents de ça, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler entre nous, et en fait, ça nous dessert. Ça nous dessert très fort, parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on est mal payé. Ça, c'est très français, on n'a pas envie de se vanter. Et moi, j'ai des avis. Je pense vraiment qu'en fait, quand on a des qualités, il faut les dire. Genre, je vais être embauché sur cette série parce qu'en fait, je suis très bon dans ce que je fais et prenez-moi. Ça marche pas de dire à quelqu'un, oui, je sais que j'aurais pu faire mieux sur ce truc-là, mais bon, j'ai fait ça vite, en mode complimentez-moi parce qu'en fait, c'était vraiment rapide et c'est bien quand même. Tout ce qu'on va se dire, c'est si tu penses que c'est pas bon, pourquoi t'es pas allé au bout de ton image et que tu viens me la présenter? Je pense que c'est important d'être honnête en fait dans ce genre de milieu. Et
alors, j'ai des tendances communistes. Oui, je sais, tout ça se mêle bizarrement, mais avec des petites tendances peut-être un peu anarchistes aussi. Mais en tout cas, j'ai très envie qu'il y ait plus de solidarité dans nos métiers. En tout cas, plus de sororité, et ça, on y travaille bien, c'est bien. Mais nos métiers, ils ont vraiment besoin de communication parce qu'au final, on est beaucoup à travailler tout seul chez nous. Moi, je travaille en atelier, mais dans les faits, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un atelier. Et en vrai, c'est extrêmement utile, ne serait-ce que pour l'émulation, mais aussi l'émulation, le partage de connaissances sur les réalités du métier. Ou des fois sur la fréquentabilité des éditeurs. Moi, personnellement, je suis en mode terre brûlée. Hein. Je ne travaille plus avec les éditeurs français. On peut me demander tout ce que je vais vous dire. Je comprends. Mais on a vraiment besoin de solidarité dans nos métiers. Parce que c'est des métiers dans lesquels on est solitaire. Effectivement, comme tu dis, le fait de parler difficultés du métier et éditeur dans la même phrase, effectivement, je crois que le milieu de l'édition en France, même si on pense que c'est un milieu entre guillemets plus doux que l'industrie automobile par exemple, ou que la métallurgie, mais c'est quand même le diviser pour mieux régner. Effectivement, la séparation des pouvoirs, par exemple, pour répondre à une question que souvent le public se pose, par exemple, moi on me demande souvent, mais est-ce que par exemple l'auteur a le droit de dire quelque chose sur la couverture lors d'un roman par exemple? Ben, par contrat, en fait, l'auteur n'a pas le droit de s'exprimer sur la couverture de son propre roman. C'est pour ça que moi... Il y a une raison. Non, mais en tant qu'illustratrice, je te le dis, à travailler avec oui, un auteur, c'est compliqué. Mais voilà, mais quand ça se passe bien, par contre, l'éditeur qui est la marieuse dans ce cas-là revendique sa position et effectivement ensuite se sent dépassé parce qu'il y a des communications entre artistes et là ça va moins bien. Mais effectivement, hier par exemple, je ne sais pas si vous avez écouté cette table ronde concernant Heyerdahl par exemple, et Marion Mazurik, à qui je rends hommage ici, qui dirige Le Diable Vauvert et qui était anciennement donc chez J'ai lu, expliquait en fait tous les pièges qu'il y avait dans les contrats d'édition vis-à-vis de l'auteur jusque dans les années 2000, puisqu'il y avait peu de communication entre eux, et donc chaque auteur, devant le bureau au moment de signer, sans s'apercevoir qu'il y avait plein de petites clauses qui lui prélevaient 10% par-ci, 10% par-là, et ce qui fait que déjà, je n'ai jamais connu... Les droits audiovisuels en bande dessinée sont quasiment toujours gérés par l'éditeur. Tu donnes 50% de tes droits audiovisuels en cas d'adaptation. C'est de l'abus total. Chez Image, donc la boîte qui publie Die, là c'est l'adaptation par Panini, mais c'est Image à la base, tous les droits dérivés ils sont à 100% pour nous. Image ne touche rien du tout. Oui, alors que déjà en France, même sur les romans, par exemple, il y a eu les options d'achat quand on entend parler de romans. En fait, l'auteur, il a quasiment touché 10% de la somme qui sera versée en tout. Nous, on a vendu les options de Die 3 fois. C'est un métier où il faut effectivement, comme tu disais, avoir du caractère. Quoi. Et un avocat. Et un avocat. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y en a plein quand même, j'en vois. Hein, Vous avez l'illustration pour vous est un métier, mais est-ce qu'il y aurait une œuvre pour laquelle ce serait plus facile d'accepter que vous aimeriez adapter en votre style? Oula, non, parce qu'en fait, les choses que j'aime bien, elles ont déjà, je crois, alors, oui, j'ai dit que j'avais vendu les droits, on a vendu les droits de Die plusieurs fois, j'aime bien l'idée, mais dans l'absolu, je ne crois pas beaucoup aux adaptations. Je trouve qu'une œuvre, en fait, c'est, en tout cas une œuvre qui a du succès, c'est une rencontre avec une époque. C'est très contextuel. On ne pourrait pas faire Conan le barbare aujourd'hui. Ça n'aurait pas du tout la même... je serais curieux. Mais ils en ont refait un, là. C'était absolument affreux. Il y a peu de choses en fait qui s'adaptent correctement. Le seul livre sur lequel je suis toujours d'accord pour qu'on l'adapte sur tous les médiums, c'est Moby Dick, parce que c'est une très bonne histoire, très mal écrite. Désolée pour ceux qui l'ont aimé, c'est indigeste au possible. Mais par contre, toutes les adaptations de Moby Dick, elles sont toujours super. Peut-être que c'est ça que je devrais faire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci pour les échanges que je trouve très intéressants. J'aimerais pousser un peu plus loin la question précédente. Est-ce que vous êtes heureuse de dessiner à notre époque, ou est-ce qu'il y a un temps dans l'histoire, en années ou en siècles ou je ne sais quoi, dans lequel vous auriez l'impression de pouvoir mieux vous exprimer? Mais pas du tout. Alors, je rappelle que les femmes ont le droit de vote depuis très très peu de temps en France et le droit d'avoir un compte bancaire séparé du mari, tout ça. Moi, on m'aurait certainement brûlé il y a des centaines d'années. Enfin, non, il n'y a pas. Je viens d'une période sans Internet. Qu'est-ce que j'aurais fait il y a 50 ans? J'aurais pas pu envoyer mon dossier à Marvel et puis j'aurais fini par faire des enfants. Sur la contraception, c'était pas super. Littéralement, il y a pas. La nostalgie, je trouve ça très mignon, mais elle me fait très très peur souvent. On est à ça de dire c'était mieux avant, et franchement, quand on en arrive là, on est à ça de voter à droite. Oh, quelqu'un veut approfondir la question? Merci. Bonjour, merci beaucoup. Ici. Merci beaucoup pour l'intervention. J'avais une question concernant. Donc, j'ai découvert votre travail ici aux Utopiales et je me demandais, j'ai vu beaucoup de personnages féminins représentés et je me demandais si c'était un choix de votre part ou si vous aviez. Bon, vous avez sûrement beaucoup d'autres travail et représentation, mais si vous avez le choix aussi dans les histoires choisies, avec qui vous travaillez. En fait, c'est toujours la même histoire. Dans quoi tu es bon et qu'est-ce que tu aimes faire? Je suis pas mauvaise pour dessiner les mecs. Là, je viens de faire du Superman et du Batman, donc c'est ok. Mais je suis meilleure pour dessiner des femmes plutôt fortes en fait. Et parfois elles sont fortes dans leur fragilité, mais quand même, je sais que mes éditeurs le savent. Pendant longtemps, on a un peu tourné autour parce que, comme beaucoup d'illustrateurs de mon époque, en fait, l'heroic fantasy, par exemple, c'était pas un genre extrêmement respecté. Et du coup, les fans de fantasy, ils en parlaient pas trop, quoi. Moi, mes dossiers, mes portfolios m'amenaient, enfin, ils étaient faits de choses qui n'étaient pas de la fantaisie, mais qui tournaient un petit peu autour. Donc, pendant longtemps, chez Hachette, on me donnait des choses un peu historiques, genre 15e siècle, des trucs comme ça. Marvel, c'est pareil, ils m'ont filé un petit peu de ci, un petit peu de ça, ils m'ont donné du Ant-Man, du Spider-Man. Et un jour, on a fait Journey into Mystery. Et là, j'ai pu ressortir mon encyclopédie médiévale. Et moi, j'étais ravie. Et on s'est dit, il y a un truc, effectivement. Et Kieran Gillen, mon scénariste, exactement le même cheminement. Genre, tous les deux, on était des auteurs fantasy undercover, tu vois. On était là, on va faire ça, en fait. La question du genre de personnage, en fait, me rappelle juste la petite anecdote que tu me racontais tout à l'heure en privé, sur un autre dessinateur à qui l'éditeur avait demandé le changement du genre. Mais ça arrive très très souvent en bande dessinée, visiblement, parce que c'est pas le seul dont j'ai entendu ce genre d'histoire, où effectivement, on va avec un projet de BD, on est là, on veut bien vous le prendre, mais on aimerait mieux que ça soit une femme ou un homme, mais souvent on demande de féminiser, parce que c'est plus vendeur d'avoir une jolie femme en couverture. C'est pour ça je pense que même si de l'extérieur on a l'impression que les combats ont avancé ou sont presque gagnés, il y a encore du boulot quand même, il y a encore du boulot. Oui, ça a changé, c'est vrai, mais moi, quand j'ai commencé, en tout cas, dans la bande dessinée, c'était un petit peu avant l'époque des blogs, j'étais la seule femme qui faisait de la bande dessinée. Alors, je peux pas dire que c'était sérieux, mais c'était pas de la BD pour enfants, en tout cas, tu vois. Du coup, effectivement, c'est là que j'ai appris à dire, appris à ne plus être humble sur mon travail et à revendiquer ma place.
ensuite, il y a eu l'époque des blogs BD où tout d'un coup, en fait, les femmes, elles pouvaient être acceptées, mais seulement si elles faisaient du blog BD. Alors, c'est grâce et à cause de Pénélope Bagieux, parce qu'elle a fait tellement quelque chose d'incroyable que tout le monde voulait trouver sa Pénélope. Et du coup, c'est devenu de la BD de filles. Et encore une fois, il y a de la dénigration là-dedans. Dénigrement, pardon. Mais il y a ce côté-là, genre, c'est pour les filles, c'est leur truc. C'est comme pour le livre jeunesse. Si tu as un personnage principal qui est un enfant, ça sera toujours un livre jeunesse, alors que parfois, c'est des thèmes incroyablement adultes. Mais parce qu'il y a une héroïne féminine, ça sera de la BD de filles. Les garçons, ils veulent pas en entendre parler. C'est pas pour nous, tu vois. Je pense que ça, c'est des erreurs de la part des éditeurs. Et que, en vrai, c'est comme la romantasie, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de romantasie. Et c'est dénigré par les auteurs, comme les auteurs de genre sont dénigrés par les auteurs de livres, tu vois. Oui, surtout que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, la romantasie, effectivement, fait vendre du roman, quoi. On vend des cartons. Et a priori, tant qu'on lit, c'est déjà mieux que bien sûr. autre chose. Hein. Donc, il faut toujours faire, effectivement, moi, j'essaye d'être super attentif sur la petite différence entre le divertissement et la culture, en fait. Et effectivement, que ce soit de l'IA ou que ce soit des choses qui nous captent, qui sont là pour capter notre attention, nous distraire, en fait. Il faut se méfier de ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de politique dans la pop culture. Hein. Alors, il y a quelques années, je crois que c'est plus trop le cas maintenant, mais il y a quelques années, je sais qu'au Hugo, il y avait eu des grosses querelles entre les vieux lecteurs et les jeunes lecteurs, du genre un elfe, ça peut pas être noir. Et en fait, il y avait vraiment ce combat entre les jeunes auteurs et les vieux lecteurs. Parce que souvent, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, c'est sûr qu'il y a des... Donc, c'est un petit peu moins aujourd'hui, c'est plutôt cool. Mais il y a encore ce truc de mettre un genre sur de la littérature et du coup de bloquer les lecteurs, les autres lecteurs. Tu vois, genre, un garçon ne veut pas lire un livre de Fifi, tu vois, parce que c'est pas bien d'être une fille. On a eu quelques sujets intéressants avec la rencontre aussi avec Anki Bilal. Et je ne sais pas si quelques-uns parmi vous étaient présents dans la salle à ce moment-là, mais effectivement, il y a eu quelques bons échanges, on va dire, et où il a fallu un peu cerner les idées, quoi, je dirais. Ah oui, je crois que j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas, nous sommes aux dernières minutes de notre rencontre, même si elle est toute douce et toute intime, mais il y a forcément encore quelque chose que vous voulez savoir. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question à propos justement vous disiez un peu de la collaboration, de la sororité ou de la solidarité entre artistes. Et moi du coup, je suis désolé, mais je ne connaissais pas votre travail, mais je connais celui de Pitch Momoko. Je me demandais comment justement les artistes qui font des couvertures, donc qui doivent imprégner leur identité dans les couvertures, justement s'influencent les uns les autres. Et puis d'une autre manière, est-ce que vous parlez du Japon et justement ces envies de voyage, est-ce que vous aussi, un peu à sa manière, vous aimeriez raconter des histoires, des personnages de Marvel, mais justement à travers vos histoires ou à travers votre vécu, par exemple? Voilà, merci. Oui, à un moment, je m'étais un peu tâtée pour proposer à Marvel des histoires asgardiennes basées sur des légendes nordiques, en fait. Je trouvais que c'était intéressant, mais en vrai, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, en fait, je faisais scénario et dessin, et je me suis vraiment rendu compte que si je voulais continuer à faire les deux, je serais médiocre dans les deux, donc il fallait vraiment que je laisse tomber l'un ou l'autre. Donc pour les adaptations, Peach, elle y arrive, c'est une machine, cette fille. Vraiment, elle fait genre, moi je fais 30 couvertures par an, à un moment elle en faisait 30 par mois, tu vois, genre incroyablement rapide. Et en plus elle écrit. Bref, c'est une histoire de rapidité, de temps et aussi de volonté. Et pour le moment, je peux encore dessiner. Je pense que quand j'aurai fini Dai, j'y réfléchirai. Mais ça ne sera pas forcément pour Marvel. Genre, j'ai un paquet. Genre, Andoris m'a dit un jour, tu sais Stéphanie, tous les dessinateurs ont une super histoire qu'ils ne dessineront jamais. Et
ça sera peut-être le cas pour moi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas, sinon exprimez-vous. Ah, pardon. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci. J'avais une petite question par rapport au contexte politique aux États-Unis, dans un moment où on interdit et où on brûle des livres. Je voulais savoir si vous subissiez, vous, des pressions de la part de vos éditeurs pour orienter vos dessins, ou au contraire, si vous êtes plutôt en résistance. Est-ce qu'on a la réponse? Alors, pas du tout. Et en fait, c'est là que pour moi, c'est intéressant de travailler pour Marvel, plutôt que pour DC, même si je travaille aussi pour DC. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour moi à travailler pour Marvel, c'est que c'est censé se passer dans le monde réel. Genre, New York existe, et enfin, tous les endroits qui sont là, même quand il y en a une partie qui se déroule sur des mondes parallèles, mais Gotham City, ça n'existe pas, Metropolis, ça n'existe pas. Quand les tours jumelles tombent dans le monde réel, elles tombent aussi dans les comics. C'est un excellent épisode de Spider-Man que je vous conseille. Et c'est franchement pas facile à affronter, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet extrêmement sombre. C'est pareil pour le mariage gay. Le jour où le mariage gay a été autorisé aux États-Unis, il y a des super-héros qui se sont mariés. Marvel évolue avec la société. Je ne sais pas exactement comment ça va arriver. Par contre, effectivement, il peut y avoir des choses politiques, mais pas forcément là où vous les verrez. Quand il y a eu les nouveaux numéros de Captain America, ça date déjà d'il y a quelques années maintenant, pas très très longtemps, mais au mieux 7-8 ans. À la fin du premier numéro de ce nouveau Captain America dit à l'Hydra. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'éditeur en chef est mis sous protection du FBI parce qu'il reçoit des menaces de mort de gens qui sont en mode moi, je me suis calqué sur Captain America toute ma vie, alors qu'il l'a certainement pas lu, parce que Captain America, c'est pas exactement... c'est pas en tout cas ce qu'il croit. Et il y a du coup, effectivement, chez Marvel, il y a toujours eu un truc d'accompagnement de la société, et aussi, si tu regardes les X-Men, il y a des gens, il y a des gens de toutes les religions, mais il y a aussi des grosses références à la Shoah. Et il y a eu un artiste il y a quelques années, pareil, c'est un artiste, je crois qu'il était malaisien, mais je suis pas sûre. Et en fait, il avait mis des sourates sur des t-shirts, mais en fait, nous on les lisait pas. Enfin, mais lui il le savait, il en avait parlé sur des forums dans son pays. Et du coup, effectivement, les bouquins ont été retirés. Il y a toujours ce truc-là qui reste, en tout cas chez Marvel, d'accompagnement de la société d'une façon plutôt progressiste. De toute façon, ça a toujours fait partie du cahier des charges de mon point de vue. Encore une fois, on a développé le premier personnage transfemme de chez Marvel. Est-ce que vous avez vu Kamala Khan, la nouvelle Miss Marvel, qui a été donc c'est nouvelle Miss Marvel qui est musulmane. L'autrice, la scénariste et l'éditrice sont toutes les trois musulmanes aussi. Enfin, il y a vraiment un truc qui est important là-dedans, je trouve. On sera sûrement brûlé aussi. Mais juste parce qu'on a dépassé de 2 minutes, tu crois? Non, quand même pas. Merci Stéphanie pour Avec cette plaisir. belle rencontre. Je vous donne rendez-vous demain après-midi en espace Chaillol, parce que Stéphanie nous fera le plaisir de dessiner en direct. Merci.